Bien, pour ouvrir la séance 3, je vais déjà vous rappeler un petit peu ce que l'on a dit dans la séance 2. Dans la séance 2, le robot qui rêvait nous a montré que peut-être un jour, l'homme pourrait créer des machines assez complexes et autonomes qui pourraient représenter un danger pour l'humanité, voire même renverser l'humain pour prendre sa place. En éliminant le robot Helvex, le docteur Calvin met en avant que les avancées scientifiques ne sont pas toujours inoffensives et qu'à trop vouloir jouer avec le feu, eh bien l'homme risque de se brûler les doigts. Le progrès scientifique a donc une part d'ombre et de danger que le genre de la science-fiction aime à explorer. C'est ainsi que va se mettre en place très vite dans ce genre le mythe littéraire du savant fou. Je vais donc vous expliquer déjà d'où vient ce mythe, pourquoi on peut dire que c'est un mythe littéraire, avant de vous présenter le texte sur lequel on travaillera, Le meilleur des mondes. Alors, Frankenstein est un roman écrit par Mary Shelley, une femme qui a vécu au XIXe siècle, anglaise, et elle a inventé donc ce personnage d'un étudiant en médecine qui va véritablement avoir une sorte de folie de la démesure, puisque son grand rêve, c'est d'arriver à créer la vie. Et pour cela, il va donc avoir recours à des cadavres humains qu'il déterre dans les cimetières, et avec l'aide de la puissance électrique que dégage un orage, il va essayer d'insuffler la vie à cette créature. Or, cette créature va bien en effet se mettre à vivre, mais, et c'est là que ça devient, je dirais, dramatique, elle va complètement échapper à la maîtrise de son créateur, et qui plus est, elle n'est pas forcément belle, elle est plutôt horrible, c'est un monstre, mais la question va vite se poser de savoir qui est le plus monstrueux, celui qui l'a créé, Frankenstein, ou cette créature qui se retrouve propulsée dans un monde dont elle n'a pas forcément les bons éléments pour pouvoir réagir correctement aux différentes situations qu'elle va devoir vivre. Le roman de Mary Shelley, Frankenstein, a été un véritable succès dès sa parution. De fait, il a fait l'objet de nombreuses adaptations au cinéma et je vous encourage vivement à regarder l'une des dernières, faite par Kevin Connor. J'ai d'ailleurs pu voir qu'elle était en accès gratuit. Je vous ai mis le lien, j'espère qu'il fonctionnera. Comme vous voulez, écoutez une émission de France Inter qui s'appelle Ça peut pas faire de mal et qui est une émission intéressante parce qu'elle elle vous propose des extraits de romans et en même temps des résumés de ces romans. Et Frankenstein a fait l'objet d'une de ces émissions et c'est dirigé par un très bon acteur de la comédie française, Guillaume Gallienne. Donc véritablement, si vous voulez, c'est une très bonne préparation au lycée parce que c'est vraiment un très très grand classique de la littérature et le connaître, je pense que c'est véritablement un très bon bagage que vous pouvez mettre, que vous pouvez avoir quand vous allez arriver au lycée. Ce thème du savant fou prend sa source dans le mythe de Prométhée. Comme je vous l'avais déjà dit, toute notre culture occidentale a beaucoup puisé dans la richesse de la mythologie pour se nourrir au niveau artistique. En l'occurrence, ici, Prométhée est un personnage qui va véritablement être très inspirant par rapport à cette thématique du savant qui veut à nouveau, ou qui veut plutôt posséder une sorte de pouvoir sur la vie et la mort. Prométhée, je vous le rappelle très rapidement, c'est donc un titan, il fait donc partie de la première génération des dieux grecs. On dit qu'il est le créateur des hommes, qu'il crée à partir d'une motte d'argile, et c'est lui qui, malgré l'opposition de Zeus, leur a enseigné la métallurgie et d'autres arts, et c'est surtout lui qui a volé le feu à Zeus pour le donner aux hommes, afin qu'ils puissent développer plus de moyens de survie dans leur quotidien, et donc pour qu'ils puissent évoluer et s'approprier quelque chose qui allait les civiliser un petit peu plus. En l'occurrence, Prométhée, pour avoir fait cela, a été lourdement puni, puisqu'il a été enchaîné à un rocher et il était condamné à avoir son foie dévoré tous les jours et toutes les nuits, le foie se régénérait. Et donc son supplice a duré ainsi des années et des années avant que Héraclès, autre héros de la mythologie, ne le libère.
Bien. Donc ça, c'est pour le thème de Prométhée. Alors en quoi Prométhée est-il l'incarnation du savant fou? En fait, c'est surtout que Prométhée représente une sorte de symbole. Il symbolise finalement la connaissance, le désir de connaissance de l'homme, le fait que l'homme est prêt à prendre des risques inconsidérés pour justement améliorer sa technologie, pour améliorer son confort, pour connaître mieux le monde qui l'entoure. Et cette curiosité, cette avidité de maîtrise, de puissance, de pouvoir semblerait s'incarner dans ce geste de Prométhée qui a volé le feu à Zeus. Voilà, donc quand on dit d'une personne qu'il est comme une figure prométhéenne, eh bien on veut dire par là qu'il est, je dirais, animé d'un désir de puissance, de toute puissance, qu'il a une sorte de folie de la démesure et qu'il ne mesure pas toujours les conséquences de ses actes. Ce qui était le cas, sans doute, du personnage de Linda dans le robot qui rêvait, par exemple. Voilà, donc pour la figure de Prométhée. Je vous mets en lien une fois encore une petite vidéo à regarder sur Prométhée. C'est toujours intéressant de véritablement bien connaître ces figures de la mythologie qui sont des figures résurgentes constamment dans la littérature actuelle. Alors, je vous ai photocopié deux petits paragraphes concernant justement, on va dire, deux mots assez intéressants que vous serez sans doute amené à rencontrer à travers certains textes du lycée. Le premier concerne donc cette folie imprudente, cette folie de la démesure, qui en grec porte le nom de hybris, H-Y-B-R-I-S, qui est donc vraiment ce que les Grecs désignaient comme étant la tentation de la démesure ou la folie imprudente des hommes qui veulent rivaliser avec les dieux. Et cela est toujours lourdement puni dans les histoires de la mythologie. Deuxième mot intéressant, c'est le mot démiurge, qui est un mot grec qui désigne le Dieu créateur d'un monde. C'est donc synonyme du mot Dieu tout simplement, mais on parle de démiurge beaucoup plus facilement que de Dieu dès lors que l'on veut dire d'un savant ou d'un personnage un petit peu dictatorial qui veut justement posséder le monde, transformer le monde, avoir cette puissance de dominer et de maîtrise. Et on dit qu'il veut se comporter comme un démiurge, qu'il veut avoir une sorte de, on va dire, de pouvoir de vie et de mort sur les autres. Et voilà, donc on dit que c'est une figure démiurgique ou que c'est un démiurge. Ce mot-là, vous allez le rencontrer, plus que le mot Dieu peut-être. Voilà, donc deux petites références qui me semblaient intéressantes pour vous de connaître et de maîtriser. Donc si je devais récapituler pour montrer comment j'utiliserais ces deux mots, par exemple par rapport à Frankenstein, je pourrais dire que Frankenstein est animé par une sorte d'hybris, donc de folie imprudente, car il veut arriver à donner vie à une créature constituée de cadavres humains. Il voudrait donc avoir cette capacité divine qui serait de donner la vie, et en cela il se comporte comme un démiurge. Voilà, si on veut faire un petit peu simple. Bien. Alors, pourquoi parler de mythe littéraire? Eh bien, simplement parce que cette figure du savant fou, on va la retrouver dans beaucoup d'autres romans à partir du 19e siècle, que ce soit dans, par exemple, Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, où on voit donc un docteur faire une expérimentation qui va l'amener à explorer la partie la plus sombre et la plus mauvaise et la plus criminelle qui est en lui. Et dans ce cas, il devient Mr. Hyde. Et les moments où il redevient lui-même, donc un homme beaucoup plus humain, beaucoup plus sensible. Et malheureusement, à un moment donné, il ne va pas contrôler finalement cette transformation de l'un à l'autre. Et la part sombre va prendre le pas sur la part bonne. Vous avez l'île du docteur Moreau de H.G. Wells, où là, on nous raconte l'histoire d'un docteur qui s'est isolé sur une île pour faire des expérimentations. Alors au début, on ne sait pas trop si c'est sur l'animal ou sur l'humain. Ce qui est sûr, sans vouloir vous spoiler la fin, c'est qu'il expérimente de manière assez douloureuse la limite qui existe entre l'humain et l'animal.
Vous avez plus récemment le projet Oxatan de Fabrice Collin, qui est une œuvre de littérature jeunesse. Ce n'est donc pas un grand classique de la littérature à proprement parler. Voilà. Vous avez après ce thème du savant fou que l'on retrouve dans beaucoup de nouvelles de science-fiction d'Asimov ou de Bradbury. Bon, tout cela, toujours pareil, je vous encourage à soit avoir l'envie de lire les livres, soit de voir les adaptations. C'est toujours très intéressant. En tous les cas, essayez de vous construire un petit bagage sur ce thème-là. C'est quelque chose qui peut véritablement être intéressant dans votre parcours de lycéen. Le fait donc qu'il soit récurrent, ce savant fou, fait qu'il prend une dimension de mythe littéraire. On le retrouvera d'ailleurs aussi dans la bande dessinée, avec l'image peut-être plus inoffensive du professeur Tournesol dans le personnage de Tintin. Donc là, c'est plutôt le personnage, le scientifique, certes, un peu illuminé, qui est dans son univers, qui est un peu étourdi. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Au cinéma, bien sûr, cette image, elle est récurrente aussi. Vous l'avez dans Retour vers le futur, où là aussi, le savant est assez amusant, drôle et sympathique. Et puis beaucoup plus inquiétante peut-être et plus dérangeant dans La piel qu'habito de Pedro Almodovar, où là on nous raconte l'histoire d'un chirurgien esthétique qui pour, je dirais, greffer une peau à son épouse qui a eu le visage brûlé, va vouloir faire plusieurs expérimentations pour trouver la peau parfaite et pour cela il a besoin de cobayes. Donc là aussi on peut imaginer l'univers oppressant dans lequel se déroule cette histoire. Voilà, tout cela, bon, vous le retrouverez de manière un peu synthétique dans votre manuel, page 230-231. Je vous l'ai photocopié là sur le diaporama. Ça vous donne un peu une vision générale hein, de ce thème qui donc revient de manière régulière en littérature. Voilà, je vous propose une synthèse pour votre cahier. Tout d'abord, parler de Frankenstein, qui est sans doute la première vraiment apparition du savant fou dans une œuvre littéraire. Là, vous pouvez, si vous en avez le temps ou si vous le souhaitez, étoffer cette première partie par des images ou des documents que vous trouverez sur Internet. Dans un deuxième temps, bien montrer que cette figure du savant fou trouve son origine dans le mythe de Prométhée. Là, pareil, je vous invite à peut-être enrichir cette synthèse avec des images, des illustrations ou même un résumé de l'histoire de Prométhée. Et dans un dernier temps, donc montrer que ce personnage du savant fou tel que Mary Shelley l'a présenté dans Frankenstein est une figure qui revient énormément dans d'autres œuvres classiques de la littérature européenne et c'est ce qui fait qu'on peut parler véritablement d'un mythe littéraire. Voilà. Maintenant, on va dans un deuxième temps parler du meilleur des mondes qui va donc faire l'objet d'un travail un petit peu plus précis puisqu'on travaillera sur un extrait. Donc je vous invite à passer à la deuxième partie. Le meilleur des mondes est un roman écrit par un écrivain anglais, Aldous Huxley, en 1932. C'est une période où, en Europe, on voit toute une montée de sociétés totalitaires. En Italie, avec Mussolini, en Allemagne, avec Hitler, et en URSS, avec Staline. Aldous Huxley va décrire dans son roman un État mondial. Donc on n'est plus dans des petits pays, mais le monde, on va dire que la société s'est mondialisée. Et dans cet État mondial, il n'y a plus véritablement de liberté. Dans cette société, tous les individus sont élevés de manière identique, mais programmés pour appartenir à différentes classes d'intelligence qui sont classées avec les alphas, les bêtas, les gammas et les deltas. Donc les alphas sont les plus intelligents et les deltas sont les plus bêtes. Et les enfants donc ne sont pas éduqués dans leur famille mais dans des centres où on les a vraiment programmés
à n'être que ce qu'ils sont. Donc du coup, toute rébellion est complètement annihilée puisque chacun est comme un robot programmé à n'être que plus ou moins intelligent, plus ou moins soumis, plus ou moins libre, etc. Même le sentiment d'amour est totalement banni de cette société puisque les enfants ne sont pas sont arrachés à leur famille, ils sont conçus dans des tubes in vitro et le fœtus en tout cas évolue dans un tube in vitro et ils ne savent pas du tout qui sont leurs parents. Donc il n'y a même pas d'attachement affectif, il n'y a pas cet étayage de la famille. L'amour n'existe pas, les hommes et les femmes ont des relations sexuelles mais non pas des relations amoureuses. Et là, on est vraiment dans un monde, on va dire, où l'humain est encore en effet humain, puisque ce ne sont pas des machines, mais ce sont des êtres humains vidés de tout sentiment. Et la question va se poser de savoir qu'est-ce qu'un humain? Est-ce qu'un humain peut vivre s'il n'éprouve aucun sentiment, par exemple? C'est aussi un roman qui interroge beaucoup sur la question de la sélection. Puisque dans cette société, on classifie les hommes en fonction de leur capacité à être plus ou moins intelligents et on évacue même ceux que l'on considère comme irrécupérables dans des réserves qui sont des réserves dites sauvages. Voilà. Donc c'est un roman qui interroge sur beaucoup de choses, sur l'humain, sur l'anti-humanisme, sur ce que l'on appellera aussi l'eugénisme, c'est-à-dire la sélection de la race parfaite. Voilà, c'est un roman intéressant, très intéressant, c'est un très grand classique de la littérature anglaise. Si vous avez la possibilité de le lire, ce serait super parce que vraiment, même il n'y a pas eu de très bonnes adaptations au cinéma. La seule adaptation qui existe, en fait, n'est pas du tout fidèle au roman. Et le roman, qui est aussi un roman d'amour, mais un roman d'amour, vous vous en doutez bien, dramatique, est vraiment, je dirais, à connaître. Pour ce travail, ce que je vais vous demander, c'est de lire donc le texte que j'ai mis sur Pronote, qui est le début du roman, où on vous expose justement comment les enfants sont conçus dans cette société, et de répondre aux questions 1 à 5, de la manière la plus complète dans votre cahier. Avant de commencer la lecture de l'extrait, je vous propose une citation de cet écrivain qui nous parle de la dictature parfaite avec une certaine ironie. Ironie voulant dire bien sûr qu'il dit le contraire, peut-être, non pas de ce qu'il pense, mais de ce qu'il défendrait. Quand il parle de la dictature parfaite, il ne dit pas qu'il souhaite une dictature parfaite, mais avec beaucoup d'ironie, il est en train de se demander si finalement la société dans laquelle peut-être nous vivons, qui est très tournée vers la consommation et le divertissement, ne fait pas de nous des êtres soumis à une certaine servitude. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs, dont les prisonniers ne songeraient même pas à s'évader, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Bien, l'enregistrement s'étant arrêté brutalement dans la page précédente, je continue. Donc je vous invite vivement à faire ces questions donc 1 à 5, à me les envoyer afin que je puisse prendre connaissance quand même de vos difficultés, parce que c'est en voyant là où vous avez eu le plus de mal à répondre que je peux le mieux construire mon corrigé pour répondre à ce que je vois être des points faibles de votre part. Je vous rappelle quand même pour terminer que donc ce meilleur des mondes, ce titre bien sûr est ce qu'on appelle une antiphrase, c'est-à-dire bien sûr qu'il veut dire le contraire de ce qu'il veut dire. On est dans ce qu'on appelle une dystopie. Une dystopie, c'est le contraire de l'utopie, c'est donc ce qui en fait va montrer un monde qui se veut idéal mais qui ne l'est pas du tout, bien au contraire, et ça doit nous amener à réfléchir à notre propre société, aux excès peut-être vers quoi notre société peut tendre et les dangers
qui peuvent résulter d'une trop grande confiance dans le savoir technologique ou dans le savoir scientifique. Voilà, je vous souhaite donc une bonne continuation et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo avec le corrigé des questions sur cet extrait du roman de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Je vais donc vous proposer une lecture de cet extrait, car cela peut faciliter la compréhension à certains de l'entendre lu. Le roman commence par une visite du centre d'incubation où sont conçus les enfants et où ils sont éduqués dans le nouvel état mondial décrit par Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. Donc, je vous le rappelle, les embryons se développent tous in vitro dans un centre d'incubation et c'est le directeur lui-même qui va en présenter la première salle, donc à des visiteurs, ce qui permet finalement au lecteur de rentrer dans ce lieu comme s'il était lui-même un visiteur. Les blouses des travailleurs étaient blanches, leurs mains gantées de caoutchouc pâle, de teinte cadavérique. La lumière était gelée, morte, fantomatique. Ce n'est qu'au cylindre jaune des microscopes qu'elle empruntait un peu de substance riche et vivante. Et ceci, dit le directeur ouvrant la porte, c'est la salle de fécondation. Au moment où le directeur de l'incubation et du conditionnement entra dans la pièce, 300 fécondateurs, penchés sur leurs instruments, étaient plongés dans ce silence où l'on ose à peine respirer. Dans ce chantonnement ou ce sifflotement inconscient, par quoi se traduit la concentration la plus profonde. Puis le directeur va exposer aux visiteurs le procédé Bokanovsky, du nom du savant qui aurait inventé ce procédé dans le roman, et qui est bien sûr un nom inventé par Huxley dans son histoire. Un œuf, un embryon, un adulte, c'est la normale, mais un œuf bokanovskifié a la propriété de bourgeonner, de proliférer, de se diviser, de 8 à 96 bourgeons, et chaque bourgeon deviendra un embryon parfaitement formé, et chaque embryon un adulte de taille complète. On fait ainsi pousser 96 êtres humains, là où il n'en poussait autrefois qu'un seul. Oh, le progrès! Et le directeur continue de commenter. Des jumeaux identiques, mais non pas en maigres groupes de 2 ou 3, comme aux jours anciens de reproduction vivipare, alors qu'un œuf se divisait parfois accidentellement, mais bien par douzaines, par vingtaines, d'un coup. Des hommes et des femmes conformes au type normal, en groupe uniforme. Tout le personnel d'une petite usine constituée par les produits d'un seul œuf bokanovskifié. 96 jumeaux identiques, faisant marcher 96 machines identiques. Sa voix était presque vibrante d'enthousiasme. On sait vraiment où l'on va, pour la première fois dans l'histoire. Voilà, maintenant je vous laisse faire les questions.